Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui dans un très bel endroit situé dans l'entité de Modave et nous allons nous intéresser à une initiative très humaine qui se préoccupe de la filière bois, de la biodiversité, une entreprise qui s'appelle Bois Vert et que je vous propose de découvrir dès maintenant. Avez-vous déjà songé à complètement changer de vie professionnelle et à suivre votre rêve ? C'est ce que Dominique Gauzoin a fait il y a 5 ans. Licencié en sciences commerciales, ce spécialiste en fiscalité a passé la majeure partie de sa carrière comme cadre dans le monde bancaire et chez Cockerill Sandre. Mais la crise de l'acier lui fait perdre son emploi et le pousse à rebondir en concrétisant une passion qui ne l'avait jamais quitté, s'occuper de la nature et de la forêt en particulier. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que, justement, dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de participer à la formation d'une entreprise d'insertion. Donc, grâce à cela, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de l'économie sociale. Et deuxièmement, je suis dans un habitat plein de bois et donc j'ai un hobby tous les week-ends, c'est d'aller faire du bois, des bûches, d'aller débroussailler, d'aller planter des arbres. Et donc vraiment, je me suis aperçu que c'était ça que je voulais faire. Donc j'ai fait une étude de marché et donc j'ai été voir plein de communes. Donc ça c'était plutôt le secteur public. J'ai été voir quelques propriétaires privés. Et alors j'ai été voir aussi des organismes spécialisés dans l'activité forestière. Alors quelles étaient les activités que vous avez entamées lorsque vous avez commencé tous ces projets? Donc l'agroforesterie, des travaux forestiers, en zone forestière cette fois, des travaux Natura 2000, c'est-à-dire la restauration de la biodiversité, et enfin la culture maraîchère, et donc essayer de trouver des activités pendant des périodes plus creuses. On démarre le moteur, bien calmement. Donc ici, pas de préchauffage. Pas besoin de préchauffage, la machine est déjà un peu chaude, il fait bon, on n'est pas en plein hiver. Sinon... Vous avez cité l'économie sociale. C'est une jonction qui était indispensable dans votre conception de votre nouvel avenir? En fait, c'est quoi l'économie sociale, les entreprises d'insertion? C'est finalement engager des personnes qui sont dites précarisées, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas de diplôme et qui sont au chômage. Ces personnes-là, finalement, au fur et à mesure que vous les accompagnez, que vous les formez, que vous vous occupez de leurs problèmes administratifs, des problèmes financiers, des trucs comme ça, eh bien, on s'aperçoit que ces gens-là s'améliorent de plus en plus. Finalement, la vie finalement est très simple. Oui. Quand on aime ce qu'on fait, d'une part, et qu'on utilise les bonnes personnes pour s'entourer. Voilà. Voilà. Bon, on va un petit peu découvrir tout ça encore. Alors, vous avez cité tout à l'heure l'agroforesterie. Hein, c'est une des activités par lesquelles vous avez commencé. Alors, si vous ne savez pas exactement ce que c'est, eh je vous invite maintenant à regarder ce premier reportage signé Pascal Baïdac. L'agroforesterie, associer des cultures ou de l'herbage pour animaux, et la production d'arbres sur une même parcelle, en bordure ou en plein champ, est une pratique ancienne, mais rare dans notre région. Cependant, l'idée selon laquelle tout cela pourrait évoluer se développe depuis peu. Les peupliers, c'est un très bon exemple d'agroforesterie. Hein. On sait très bien que voilà, les vaches, elles aiment bien venir à l'ombre aussi des peupliers en été et que ça apporte aussi un bien. Bon, malheureusement, le bois de peuplier, c'est pas ce qui se vend le plus cher aussi. Donc c'est pour ça que la substitution par des essences de plus haute valeur ajoutée, ça peut être un atout pour l'agriculteur. Une association s'est donnée pour mission de faire revenir les arbres dans le monde agricole et de partager ses connaissances sur l'agroforesterie.
C'est utopique de dire qu'on va faire de l'agroforesterie sur 100% des terres. Il y a effectivement le problème encore maintenant de régler légalement le bail à ferme par rapport à l'agroforesterie, même si c'est possible et qu'on y travaille. Pour l'instant, c'est évidemment plus facile de le faire sur des terres en faire valoir direct, mais je veux dire, on a de plus en plus de projets et donc effectivement, on sent de l'intérêt de plus en plus, on sent l'effet boule de neige et surtout là où il y a 4 ans, personne ne savait ce que c'était l'agroforesterie. Maintenant, grâce à la communication qui est principalement réalisée par la WAF, grâce au soutien du politique, grâce au soutien du DNF, il y a quand même pratiquement plus personne qui ne sait pas ce que c'est l'agroforesterie. C'est évident, un projet agroforestier présume des investissements. Effectivement, 70% des terres agricoles sont en bail à ferme. Or, planter un arbre ne rapportera que 40 à 50 ans plus tard. Et puis, l'agriculteur peut se demander quel impact aura la foresterie sur sa culture. Le forestier, lui, il est vraiment à sa place. Quand il voit un arbre aujourd'hui, il le voit déjà dans 30 ans. Et donc, lui, il peut apporter tout son savoir-faire sur le choix des espèces, quelle espèce implanter en fonction du sol, en fonction des attentes, des objectifs, de la vitesse de croissance, de l'exposition. Enfin, intégrer l'ensemble des facteurs de croissance de l'arbre. Et là, on a vraiment une opportunité avec l'agroforesterie de remarier l'agriculture et quelque part la forêt, et de parler du monde rural quelque part d'une voie unie, et de ne pas opposer deux mondes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui semble intéressant. Il y a 3 ans, Ferdinand Joly s'est engagé dans l'agroforesterie. Ses arguments, c'est avec confiance qu'il les explique à qui veut l'entendre. Nous espérons, à moyen terme, d'abord limiter l'érosion par le vent, aussi limiter les pertes d'éléments nutritifs lors des pluies abondantes l'automne et l'hiver. Donc les racines des arbres vont se développer et empêcher les différents minéraux du sol de percoler vers les nappes lorsqu'il y a de fortes précipitations. Nous espérons aussi, en plantant des arbres, accueillir toute une série d'insectes utiles, de petits mammifères qui permettraient de limiter le nombre de prédateurs, le nombre de nuisibles pour les cultures. Il y a aussi de l'espoir, je dirais, après une vingtaine d'années, d'avoir un grand nombre de feuilles mortes qui vont tomber, qui vont produire de l'humus, donc qui vont enrichir la fertilité du sol. Donc, à moyen terme, oui, j'espère que ce sera bénéfique pour les cultures. Et à très long terme, nous espérons pouvoir produire du bois de qualité. Donc c'est quand même une ressource financière qui n'est pas à négliger. Donc c'est une belle diversification économique pour un agriculteur. Sur le plus court terme, on a une filière bois-énergie qui se développe de manière assez intensive. Actuellement, le marché est déjà très porteur. Dans 10 ans, c'est clair qu'il va encore exploser. Donc la valorisation des haies sous forme de plaquettes forestières, même des branches sous forme de plaquettes forestières qui peuvent alimenter des chaudières individuelles ou collectives, ça c'est déjà une valorisation à très court terme pour les personnes qui sont intéressées en agroforesterie. Pour certains, l'agroforesterie, c'est une diversification agricole d'avenir dans des marchés de niche très porteurs. Je pense que certains agriculteurs l'ont déjà compris, d'avoir une préoccupation à ce que le sol ne se meure pas, mais qu'au contraire, il redevienne vivant. Et le labour, qu'est-ce qu'il en est? C'est le ver de terre qui le fait lui-même. Donc, moins d'intrants, moins d'engrais. Et il est vrai au départ des difficultés peut-être à trouver les mêmes rendements, mais après quelques années, l'équilibre se fait et nous avons des rendements tout à fait acceptables, voire très favorables. Eh bien voici, nous sommes ici devant un taillis linéaire et dans lequel il y a 4 lignes, effectivement. Et il s'agit vraiment d'un boisement agroforestier qui est étroitement lié aux cultures en champ. Nous avons d'une part, ici j'ai en main le cornouiller, nous avons ici du sorbier et nous avons également dans cet alignement de taillis linéaire du charme. En fait ici pour le charme on a un intérêt tout à fait intéressant par rapport à ce qui est des substances présentes dans les bourgeons terminaux et dans les feuilles. Il s'agit de substances antioxydantes qui permettent d'être introduites dans des aliments aussi pour la conception de produits pharmaceutiques et notamment des molécules anticancérigènes. Depuis quelque temps, l'Union européenne incite les agriculteurs à respecter davantage l'environnement. L'agroforesterie pourrait être une des réponses au verdissement souhaité. Je crois que la mission avant tout de l'agriculture, c'est de pouvoir transmettre aux générations futures une zone agricole de qualité, en équilibre avec la faune qui était présente déjà bien avant cette agriculture intensive. Donc je crois qu'il est vraiment essentiel
que l'on puisse présenter des paysages diversifiés et respecter la nature dans notre manière de cultiver. Alors Dominique, un autre projet, c'est en tout cas une autre entreprise, c'est d'éradiquer les plantes invasives. C'est un projet qui vient de quelle réflexion, ça? Du développement durable, toujours. L'idée, c'est qu'effectivement, les plantes invasives, si on ne fait rien, ça va être la catastrophe. C'est déjà la catastrophe dans certains endroits, mais ce sera encore plus la catastrophe pour la nature indigène, la flore indigène, Oui. parce qu'en fait, les plantes invasives sont en train de manger petit à petit tout le territoire de la Belgique. Donc en fait, ce sont des plantes importées par accident et qui donc créent des dommages pour notre flore indigène. Absolument. Ouais. Et quelles plantes, par exemple? Il y a 3 types de plantes essentiellement pour l'instant. C'est la balsamine de l'Himalaya, il y a la berce du Caucase et alors il y a la renouée du Japon. Tout ça est très exotique, ça Oui, vient absolument. d'un peu partout. Alors dans le monde, la balsamine de l'Himalaya est venue comment? C'est une bonne question. On ne sait pas On trop. ne sait pas trop, mais a priori, ça viendrait plutôt de pépiniéristes qui ont proposé ça à leurs clients. Ah oui, qui trouvaient ça très joli et qui voilà. c'est Et ça. finalement, ça c'est sorti du jardin des particuliers Ouais, et ouais. ça a accompagné les rivières. Et là, maintenant, le long de l'Ourthe, on est envahi, c'est des véritables forêts. Bon les gars, on va faire le champ de balsamine ici. Donc on va être à 3 pour partir par là et 2 par là. Fred et Jérôme, vous venez avec moi. Benoît et Noël, vous partez par là. Ok. Et toutes ces plantes se multiplient comment alors? Pourquoi est-ce qu'elles sont si invasives et si dangereuses? Donc elles génèrent des graines. Et donc l'idée c'est effectivement de les couper avant que les graines ne germent. Parce que par exemple une berce peut avoir quelque chose comme 10 000 graines. Et donc ça fait 10 000 plantes potentielles. Alors on coupe, il n'y a pas moyen d'éradiquer ça avec, je sais pas moi, des traitements évidemment, Non, a priori non, notamment pas parce de que traitement chimique, évidemment. Non, on se retrouve à proximité des rivières et donc il est interdit d'utiliser des produits chimiques. Alors il y a aussi des projets Natura 2000. Quel type de projet? Bonne nouvelle, on vient d'avoir l'accord pour travailler sur le projet Life Elia, qui est en fait travailler sous les lignes à haute tension que Elia est en train de gérer en fait. C'est ça. On a aussi la succession d'un projet de Life de restauration de pelouses schisteuses. Ah, ça c'est ce qui se passe Côté de du côté Marche. de Marche. Voilà, d'accord. Bon, n'en dites pas plus. On va aller voir tout de suite de quoi il s'agit plus en détail avec Pascal Baydac. Il s'agit d'un grand danger qui menace notre région. La raréfaction, voire la disparition de nos papillons. Le projet Life Papillon cherche à contrer ce problème. En théorie, la présence de papillons signifie que l'on a affaire à un environnement de qualité. Or, c'est là que le bas blesse. Et donc, leur protection favorise la survie d'autres espèces animales et végétales. Le damier de la Succise est une espèce emblématique. C'est, on pourrait dire, un porte-drapeau. Donc il a des exigences qui sont telles que si lui retrouve un milieu naturel favorable à sa reproduction, à son maintien, tout un grand cortège d'autres papillons pourront se retrouver aussi dans le milieu de vie du damier de la Succise. Le département Nature et Forêt et Natagora, soutenu par l'Union européenne, sont chargés de gérer le sauvetage de 2 autres espèces de papillons en déclin, comme le damier de la Succise. Pour y parvenir, il faut d'abord s'occuper de la flore qui nourrit ces chenilles. On est ici sur un pré à Succise, donc elle porte bien son nom, qui était en phase d'embroussaillement. Donc il y avait trop d'épineux, trop d'arbustes qui envahissaient et donc ça n'était plus propice pour la reproduction de ce papillon. On a donc décidé de couper une partie des arbres et ensuite de faire un entretien. Le projet Life Papillon est développé dans des sites Natura 2000 sur des sols peu favorables à la sylviculture. Près de 100 hectares de terrain sont débroussaillés pour permettre le retour de la flore qui attire le damier de la Succise, car elle aussi avait tendance à disparaître, faute de clairière.
Dans les années 70, on avait ici une prairie agricole, mais qui était marquée dans la déprise agricole. Donc elle a été abandonnée de la fauche et du pâturage. Et l'objectif ici, c'est de remettre en fonction ces pratiques agricoles qui sont parfois créatrices de biodiversité. Toujours en Famenne, des animaux sont ici naturellement chargés de l'entretien des prairies schisteuses. Parallèlement, le projet LIFE vise à recréer des conditions optimales pour la survie du papillon, dans l'espoir que la nature fera le reste. Nous ne faisons pas d'introduction, on essaye de restaurer les milieux pour les rendre plus favorables, plus propices au damier de la Succise. Et c'est pour cela qu'on ouvre des clairières, donc là où elle est déjà présente, et on essaye d'interconnecter ces clairières par des layons suffisamment mis en soleil. En réalisant une clairière, là où il n'y avait que broussailles, l'entreprise Bois Vert participe à la protection du patrimoine naturel en déclin et lutte contre l'appauvrissement de la biodiversité. Quelque part, je fais souvent référence à mon logo de Bois Vert. Et le logo de Bois Vert, il y a le B est particulier. En fait, c'est un cercle vertueux dans lequel vous avez au milieu une petite plante. Et donc ce cercle vertueux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne l'arbre, on le plante, on le taille, puis on récolte l'arbre, on fait en sorte qu'il soit le plus beau possible. Et c'est un peu la même chose au niveau des hommes. Quelque part, on a des personnes qui sont peut-être à former parce qu'ils n'ont pas de diplôme au départ. Et puis, au fur et à mesure, ils acquièrent de l'expérience, des compétences, on les accompagne et on fait en sorte que, au fur et à mesure qu'ils avancent, eh bien, ils deviennent des gens aussi bien formés que des gens qui sont dans des sociétés dites normales. Alors, retour avec Dominique. Bois Vert, une société toute jeune encore. Hein. Ça fait combien de temps à peu près que vous avez commencé réellement? 4 ans. 4 ans, d'accord. Alors nous sommes ici dans une autre des déclinaisons de vos activités. C'est l'activité à la fois du BRF. C'est intéressant que vous définissiez un petit peu ce que c'est. BRF, c'est-à-dire quoi en fait? Ça veut dire bois raméal fragmenté. Donc oui. en fait, c'est quoi? C'est des branches de feuillus assez fines, Oui. allez, maximum 7 à 10 cm de diamètre, Oui. de feuillus, j'insiste, que l'on taille des arbres en question ou des haies, et on en fait du déchiquetage. Donc on passe ça dans une grosse déchiqueteuse, et c'est un fertilisant. Mais c'est du bois vert, ce n'est pas C'est du du bois bois mort. vert, absolument. Donc on peut même le prendre vert, c'est-à-dire à n'importe quel moment pendant la croissance. D'accord. Alors fertilisant, ça veut dire qu'on le répand quelque part et qu'il rend utile sa décomposition? Voilà, il y a donc une décomposition du bois qui se fait, et donc ça amène des champignons, ça amène des petits insectes, et donc finalement tout ce BRF va se décomposer et faire un humus que l'on va répartir dans le sol. Alors donc, maraîchage, encore une autre activité de bois vert, si j'ai Voilà, compris. voilà, exactement. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi Oui, activité oui. forestière et Oui. culture maraîchère. Voilà, finalement, le point commun, c'est le BRF. On avait déboisé des zones dans des travaux Natura 2000. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce BRF qu'on avait trop en trop gros volume. Et ce maraîchage est appelé à se développer encore ou On pourrait. Oui. On pourrait, mais c'est pas facile à trouver des débouchés. On est coopérateur dans une société qui s'appelle Point Ferme, qui récupère les différents légumes et autres produits pour en faire des paniers. Et donc ces paniers sont distribués en véhicules dans la région. Dans la région, tout à fait local. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure pour conclure. En attendant, je vous propose de regarder notre agenda. Rendez-vous aux amateurs le 18 octobre pour la journée Certifruits.
13 artisans greffeurs vous diront tout ce qu'il faut savoir sur l'arbre fruitier, le planter et l'entretenir. Profitez de cette occasion pour choisir les arbres qui conviendront à votre verger. Le week-end prochain, rendez-vous à la fromagerie du Vieux Moulin de Bâtisse qui vous ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir notamment le fromage Le Palais du Vieux Moulin qui sera notre fromage du mois d'octobre. Du 9 au 12 octobre, SOS Fin lance la 6e édition du Festival du film alimentaire qui pendant 4 jours à Bruxelles et en Wallonie proposera des images et des mots sur les désordres alimentaires du monde au travers d'un programme riche et varié. Envie de revoir nos émissions? Rendez-vous sur la page La Clé des Champs du site de la RTBF. Ben voilà, on va devoir conclure ici, hein. Dominique, fait bien chaud en tout cas, hein, parce que dès que le temps évidemment est propice ici, pour les travailleurs derrière, c'est pas évident. Alors comment est-ce qu'on pourrait résumer un peu Boisvert? Vous avez créé ça par enthousiasme personnel, mais en résumé, Boisvert, ça représente quoi pour vous? Pour moi, c'est le développement durable. Et donc, le social, l'humain et la nature sont intimement liés. Voilà. On peut dire que la nature et l'homme s'épaulent mutuellement. Absolument. Dans une entreprise comme celle-ci, que l'on vous souhaite bien prospère et encore beaucoup de plaisir avec tout ce que vous avez en tête pour développer. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir tout ce que vous faites. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, une émission qui vous intéressera parce qu'elle sera aussi profondément humaine. Ce sera notre application de la Clé des Champs dans l'opération Cap 48. À la semaine prochaine.